Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre en direct sur Al 24 News pour un nouveau numéro de Politique. Le Maroc est une énième fois dans une situation compromettante et El Mundo, le quotidien espagnol, vient de dévoiler l'affaire au grand jour. Le gouvernement ouvre une enquête après les informations faisant état de l'entrée du diesel russe en Espagne via le Maroc, suscitant moult interrogations. Pourquoi le gouvernement Sanchez s'enfonce pieds et poings liés dans la gadoue merzenienne au risque de jouer toute sa réputation? Mais quel est donc ce chantage que Rabat exerce sur Madrid pour la pousser à l'impopularité devant ses anciens alliés? Pendant plutôt ce temps, la cause sahraoui gagne du terrain et du soutien, notamment des BRICS ou les pays du BRICS qui appellent au règlement de la crise sahraoui conformément au droit international. Pour en parler ce soir, nous aurons nos deux invités. D'abord, M. Saïd Ayachi sur le plateau. Saïd Ayachi, vous êtes le président du comité de solidarité avec le peuple sahraoui. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Salam. Merci. Et bien sûr, nous allons donc par Skype, M. Khanté Bala, il est représentant du Front Polisario chargé de mission pour l'Europe et l'Union européenne. Monsieur Khanté Bala, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir et merci pour l'invitation. Merci à vous. Alors, on va commencer tout de suite dans le vif du sujet, Monsieur Saïd Ayachi. Le gouvernement a ouvert une enquête sur l'éventuelle entrée illégale du diesel russe en Espagne via donc un pays tierce, qui est le Maroc. Après qu'El Mundo ait donc révélé ses importations en provenance du Maroc, la troisième vice-présidente et ministre de la Transition écologique, Teresa Ribera, a assuré que l'exécutif était très inquiet. Alors, que cache cette affaire et pourquoi intervient-elle maintenant? Et c'est quoi cette succession, je dirais, de scandales et d'impairs du Maroc, l'une après l'autre, sans que cela ne fasse absolument pas sourciller donc le Premier ministre espagnol Sanchez? Cette affaire, s'il en était besoin, vient encore confirmer le caractère mafieux du régime marzénien au Maroc, dans la mesure où le Maroc, pour satisfaire les demandes des entreprises espagnoles et peut-être même du chef du gouvernement espagnol, qui est un complice avéré maintenant du Marzen, utilise des réseaux tout à fait illégaux de contrebande carrément. Et cela ne nous étonne pas quand on sait toutes les perversions dont est capable le Marzen. On le sait, la drogue, la menace, le chantage et tout y quanti. Donc, cela, de ce point de vue, c'est déjà condamnable, mais ça vient s'ajouter déjà à tout ce qu'on sait du Marzen, lorsqu'on sait qu'il n'a pas hésité à sacrifier des centaines de vies du subsaharien uniquement pour faire pression sur l'Espagne avec l'immigration illégale, lorsqu'on sait qu'il, à chaque fois, menace l'Espagne et par conséquent l'Europe d'inonder ce continent avec de la drogue, quand on sait ce qu'il a fait avec le logiciel Pegasus pour espionner ses propres alliés, et lorsqu'on sait aussi, avec le Morocco-Gate, cette machine de guerre qu'il a installée à l'intérieur du Parlement européen. Donc de ce côté-là, cela ne vient que confirmer ce caractère mafieux et infréquentable du Maroc. De l'autre côté, pour l'Espagne, donc cela doit dévoiler les complicités dont a joué le Maroc dans ce circuit commercial, puisqu'il y a des sanctions contre la Russie, en tout cas décrétées par l'Union européenne, c'est-à-dire d'une certaine façon il y a un boycott des produits russes, et voilà qu'ils rentrent en Espagne. Donc il y a bien quelque part un lobby, pour ne pas dire un réseau, de complicité avec le Marzen, et qui donc fait fi de toutes les décisions marocaines. Et c'est là où on attend encore une fois de plus l'Europe et ses responsables. Que vont-ils faire face à cette énième violation par le Maroc? Que vont-ils faire pour Pegasus? Que vont-ils faire pour le Morocco-Gate? C'est là que nous devons attendre l'Espagne, si elle est en conformité, en adéquation plutôt
avec ses propres valeurs et en tout cas avec les dispositions de l'acte d'association qu'elle a avec le Maroc. Oui, absolument. De toute façon, ce n'est pas l'Espagne qui est remise en cause, c'est plutôt le gouvernement, parce que lui-même, il est objet de beaucoup de critiques. Monsieur le Kantibala, alors que se passe-t-il exactement, d'autant que, comme le disait donc Saïd Ayachi, ces achats seraient contraires aux sanctions européennes imposées à la Russie en raison justement du conflit en Ukraine? Oui, tout à fait. Le fond du problème réside là, c'est-à-dire que, étant donné les sanctions décrétées contre la Russie, l'Espagne devait se conformer à ces sanctions. Et voilà que El Mundo révèle hier, mercredi, que en fait, l'Espagne importe bel et bien du carburant. Du diesel, oui. Tout à fait, russe en provenance du Maroc. Alors, comme vous l'avez sans doute lu dans la presse espagnole parue hier et aujourd'hui, la troisième vice-ministre, premier ministre, pardon, a déclaré que le gouvernement espagnol lance une enquête pour connaître les tenants et aboutissants de cette affaire, ce qui donc révèle quelque part, comme le dit à juste titre M. Ayachi, que au moins il y a l'existence de réseaux mafieux entre le Maroc en tant qu'État cette fois-ci, oui, mais du côté espagnol, au moins des réseaux mafieux et au pire des complicités au niveau étatique et officiel. Car l'on ne peut pas s'adonner à une activité si surveillée sans qu'il y ait de complicité de haut niveau. Alors, probablement, il n'y aura probablement pas de complicité au niveau gouvernemental, mais au moins des réseaux mafieux profondément implantés en Espagne ont joué un rôle important dans cette affaire. On verra comment les enquêtes qui seront menées par les autorités espagnoles, comment vont être faites et à quels résultats aboutiront. Ben justement, M. Ayachi, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, en dépit de tous ces scandales vérifiés, avérés, je veux dire, les preuves sont là, que ce soit El Confidencial qui parle de ça par rapport à Alvarez, où on sait très bien qu'il a été imposé par le Maroc, ils ont dégommé le Premier ministre qui était juste avant lui. Alors, qu'est-ce qui fait qu'en dépit de tout ça, le gouvernement résiste, si on peut le dire entre guillemets? Quel gouvernement? Le gouvernement de Sanchez. Ah non, le gouvernement de Sanchez est condamné. Le gouvernement Sanchez, d'ailleurs, au sein même du gouvernement, il y a des divergences. Évidemment, Pedro Sanchez est toujours en poste, mais bon, il a terminé le voyage politique de sa propre carrière d'ici les prochaines élections, d'ici la fin de l'année, c'est clair. Il a 80% du peuple espagnol contre lui, il a la classe politique espagnole contre lui, il a parmi dans son propre parti, il y a des gens contre lui. Sanchez a été en dessous de tout. Il a mis l'Espagne en danger réel, c'est-à-dire il a fait preuve d'une très grande irresponsabilité et maintenant on sait à peu près pourquoi il est arrivé là, parce que tout simplement le Maroc le faisait chanter avec des instruments dont il a la possession. Le problème, c'est pas Sanchez, le problème c'est maintenant, je le répète encore une fois, ceci m'interpelle et doit interpeller tous les gens de bonne volonté, mais qu'attendent les Européens? Qu'attendent les Européens pour déclarer le Maroc comme État non fréquentable? Qu'attendent en principe, on devrait même aller voir dans la charte d'association, dans l'accord d'association Union européenne-Maroc, les clauses qui font que le Maroc n'est plus éligible à un accord d'association avec les Européens. Il trahit ses propres alliés, ses amis, il les espionne, il les corrompt, il pervertit la classe politique. Mais tout ça, les Européens doivent réagir. Et aujourd'hui, c'est encore le Maroc qui viole les dispositions de l'Union européenne en ce qui concerne ses positions vis-à-vis du conflit en Ukraine et donc de la Fédération de Russie. Et c'est le Maroc qui est à la base de la violation des sanctions décidées par l'Union européenne. Oui. Par conséquent, c'est les Européens les responsables européens qui sont interpellés pour qu'ils prennent des positions sérieuses vis-à-vis de cet État voyou.
encore que l'on sait, je n'ai pas parlé des violations des droits de l'homme au Sahara occidental, et y compris d'ailleurs à l'intérieur du Maroc et lui-même, la spoliation des ressources naturelles. On attend l'énoncé définitif du jugement de la Cour de justice de l'Union européenne cette année. Et donc, vous voyez que la coupe est pleine. Ici, le tableau est très sombre pour le Maroc. Il n'appartient qu'aux Européens de prendre les responsabilités sans nous jouer la rengaine d'un État qu'il faut absolument sauver pour des raisons je ne sais quoi. Aujourd'hui, il y a des standards, il y a des valeurs, il y a des normes, des références qu'il faut respecter si on veut que l'Europe soit respectée et que l'Union européenne soit crédible. Oui. Alors, je pense que le Maroc a vraiment souillé la réputation de pratiquement la majorité des institutions européennes dont il a plongé les membres dans des affaires de corruption et qui, hélas, pour l'instant... Et ce sont ses amis, ses alliés. Ce sont ses amis, ses alliés. Et donc, il ne respecte ni ses amis ni ses alliés. J'allais dire un minimum tout de même. Mais aller faire ce qu'il a fait et maintenant, j'allais dire, les enquêtes n'étant pas terminées, mais on en sait assez, il a été très loin dans ces violations du Parlement européen, comme évidemment avec le logiciel Pegasus, tout le monde sait que de très hautes personnalités européennes ont été espionnées par le logiciel marocain, comme on sait d'ailleurs qu'il y a encore beaucoup d'autres choses. L'essentiel, c'est que maintenant, il faut absolument voir les choses en face et évaluer ce qu'est l'État du Maroc, ce qu'est le Makhzen, ce qu'est le pouvoir marocain. Est-il fréquentable? Est-il crédible? Est-il fiable? D'autant plus qu'il jouerait réellement un rôle de déstabilisation dans la région. Alors, Monsieur Ayachi, Monsieur Kantibala, je vous propose juste de voir ensemble ce sujet signé Safwan Ben Sabri et on revient de suite au débat. En plein embargo sur le pétrole russe en direction de l'Europe, l'Espagne importerait du diesel russe via le Maroc. Suite à des révélations de la presse espagnole, le gouvernement a ouvert une enquête sur la provenance du diesel commercialisé en Espagne. C'est le PDG de Repsol qui a jeté un pavé dans la mare en déclarant que le pétrole russe continuait à alimenter le marché européen malgré l'embargo. La ministre de l'énergie espagnole a été interpellée sur la question. Elle déclare vouloir donner une réponse pour assurer la traçabilité des hydrocarbures importés dans la péninsule. Notre engagement consiste à enquêter ce qui se passe concernant l'arrivée de combustibles, qui en principe sont dotés de documents qui attestent de leur provenance. Mais devant le moindre soupçon, nous sommes dans l'obligation de vérifier que les produits importés viennent bel et bien de l'endroit indiqué. Dans le cas contraire, cela comporterait des irrégularités. Malgré la solidarité affichée de l'Europe des 27 avec l'Ukraine, plusieurs pays européens importent des hydrocarbures russes qui transitent par des pays tierces à travers la Méditerranée. Le pétrole russe s'échange actuellement à un prix moins élevé de 12% en comparaison au prix du marché. Le gouvernement Sanchez aurait donc privilégié une facture énergétique moins élevée, en contradiction avec le discours prônant une isolation totale de la Russie. Alors, comme on vient de le voir ensemble, sincèrement, c'est encore notre poteau rose qui est révélé et découvert. Bien sûr, le PDG de Repsol exige qu'il y ait une enquête, exige de la fermeté des autorités communautaires pour empêcher, je le cite, cette rentrée ou cette entrée de carburant illégal. Monsieur Kantibala, est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, l'illégalité justement, la corruption, les pots de vin, les chemins sinueux sont devenus un petit peu, si vous voulez, le mot d'ordre du gouvernement marocain ou du Maroc? Oui, c'est la marque de fabrique du Makhzen. Maintenant, c'est établi. Le modus operandi du Maroc pour pouvoir ameuter les uns et les autres en faveur de son occupation du Sahara occidental ou en faveur des agressions continues contre ses voisins, obéissent à un modus operandi fondé sur la corruption, le chantage, l'espionnage. Ce sont tout à fait des choses établies. Maintenant, par rapport au sujet espagnol, c'est tout à fait étrange l'ensemble des décisions prises par
Pedro Sanchez, que ce soit à l'égard du Sahara occidental, à l'égard du Maroc ou encore à l'égard de l'Algérie. Concernant par exemple l'Algérie, on a vu à maintes reprises l'ambassadrice marocaine, Madame Beniaïch, qualifier l'Espagne de tous les noms. Et pratiquer de l'ingérence vulgaire dans les affaires internes de l'Espagne sans qu'il y ait aucun rappel, aucune critique de la part des autorités espagnoles. Alors que Pedro Sanchez et son ministre des Affaires étrangères n'hésitent pas à accuser l'Algérie d'ingérence. C'est complètement étrange. Par exemple, le CNI, Centre National d'Intelligence, et les services secrets espagnols ont révélé tout récemment que c'est sous la pression et le chantage du Maroc que Pedro Sanchez s'est vu obligé de destituer son ministre des Affaires étrangères, Madame Laya. Et même ce document révèle que le Maroc avait suggéré le nom de 3 ministres des Affaires étrangères. Finalement, l'un d'eux a été nommé. C'est ce zélé excité, complètement irrationnel, qui n'arrête pas de donner des déclarations à tort et à travers. C'est à demander vraiment quel type de chantage le Maroc s'adonne actuellement à l'égard de Pedro Sanchez et de son ministre des Affaires étrangères pour obtenir une telle politique incohérente, injuste, complètement contraire au droit international, contraire à la politique d'État espagnole, inamicale vis-à-vis de l'Algérie et contraire également même aux membres de la coalition gouvernementale. Oui, très bien, Khatibala. Saïd Ayachi, alors disons les choses telles qu'elles sont. Quel est ce lourd secret ou ce lourd dossier détenu par le Maroc contre l'Espagne pour pousser le Premier ministre, donc Pedro Sanchez, à aller réellement dans le sillage de toutes les recommandations marocaines, y compris donc la nomination qui a été donc démontrée que le Maroc avait effectivement contribué pour le changement, pour un retour des relations. Est-ce que ce retour des relations est tellement important pour pouvoir sacrifier le chef de la diplomatie, l'ancien chef de la diplomatie, González Laya? Votre question est légitime. Votre question est légitime dans la mesure où l'on voit que la décision de Pedro Sanchez dans sa volte-face en mai 2022 pour s'aligner sur les thèses marocaines concernant le conflit occidental a été désastreuse, profondément désastreuse pour l'Espagne. Et quand lui et son ministre des Affaires étrangères accusent l'Algérie d'ingérence, en fait, il ne s'agit pas d'ingérence. Il s'agit de la part de l'Algérie tout simplement de dénoncer une position politique qui porte atteinte à la sécurité et à la stabilité de la région. Nous sommes concernés par le conflit du Sahara occidental puisqu'il est à nos frontières et la position de Pedro Sanchez, changée comme il l'a fait, ne fait qu'attiser les hostilités au Sahara occidental et par conséquent, elle crée de l'instabilité, elle crée de l'insécurité dans la région, ce dont on n'a pas besoin dans notre pays. Oui. Et donc de ce côté-là, évidemment, je laisse de côté le fait qu'ils ont remis en cause toutes les dispositions du traité d'amitié de 2002, le partenariat stratégique qui a été signé 3 mois auparavant, tout simplement, etc. Bon, mais ça, c'est uniquement pour dire qu'ils essayent d'une certaine façon de noyer le poisson. Mais concernant l'illégalité, moi, je comprends très bien le PDG de Repsol quand il dit mais ce combustible circule dans l'illégalité. Bien sûr, d'abord, Repsol, en tant que grande entreprise des hydrocarbures espagnols, est pénalisé donc par ce marché illégal. Mais quand on cherche l'égalité, quand on cherche l'immoralité, quand on cherche l'espionnage, quand on cherche les violations, il faut s'adresser à l'expert. Et l'expert, c'est le régime marocain. C'est lui qui est expert en la matière. Et par conséquent, il s'est fait fort d'alimenter donc ces réseaux mafieux espagnols qui vendent le combustible donc de façon tout à fait illégale et en violation donc des dispositions qu'a prises l'Union européenne dans le conflit de l'Ukraine.
En ce qui concerne, bien entendu, Pedro Sánchez lui-même, il est avéré maintenant que le régime du Makhzen abarre sur lui, le menace, fait pression sur lui pour deux raisons majeures. La première, c'est qu'il détient des documents filmés sur sa propre personne, dans sa propre vie, et donc il le mène de façon par le bout du nez. Deuxièmement, il a donné 100 millions d'euros à sa femme qui gère une grande institution de formation de cadres supérieurs, et le Maroc a signé avec elle un faux contrat d'ailleurs, puisque c'est uniquement pour donner l'argent, pour qu'elle puisse former des cadres marocains. Ceci pour ce que l'on sait, mais c'est déjà suffisant pour que M. Pedro Sánchez s'aplatisse devant les oukases et les dictates des responsables du Makhzen, et on le voit, il ne recule pas, il continue, parce qu'il ne peut pas, il a le dos au mur, il ne peut pas faire autrement que de servir ces nouveaux maîtres qui sont à Rabat. Alors si Pedro Sánchez, dans les prochaines élections, s'en va, est-ce qu'il risque gros? Est-ce qu'il risque d'être poursuivi par la justice? C'est très possible. On connaît j'allais dire, le mot n'est pas juste, mais je l'utilise, la férocité de la justice espagnole et son indépendance. Il est très possible, effectivement, que des ONG puissent déposer plainte contre M. Sánchez pour une raison ou pour une autre. Je suis de ceux qui les y encouragent vivement, et je pense qu'elles ne manqueront pas. Je connais beaucoup d'organisations civiles espagnoles qui s'y préparent déjà. Et bien entendu, M. Sánchez aura à répondre de ses actes dans la mesure où il a, je le répète une fois encore, il a porté préjudice immense à l'Espagne en tant qu'État, d'abord dans sa diplomatie, puisqu'elle avait une position d'équilibre dans le conflit du Sahara occidental, malgré ses responsabilités historiques, mais plus encore, et il a poignardé pour la deuxième fois déjà le peuple sahraoui dans ses justes revendications pour le référendum au Sahara occidental. Très bien. El-Khanti Bala, alors avant de dire que les BRICS effectivement se sont prononcés pour aller vers une solution de la crise au Sahara occidental qui n'a que trop duré, donc ils parlent d'une sortie de crise qui arrangerait les deux parties, et on sait très bien, le droit international est très clair là-dessus par rapport à l'autodétermination. Alors qu'en pensez-vous? Mais il y a aussi une autre question, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Alors si vous voulez, le Maroc a provoqué un véritable séisme dans toutes les positions espagnoles, en tous les cas du gouvernement espagnol. Que n'a-t-il pas encore fait finalement dans ce revirement de situation de toutes les positions et des principes du gouvernement ou des gouvernements qui ont précédé espagnols? Bon, le Maroc a foulé aux pieds tous les principes régissant les relations entre États, ça c'est tout à fait évident. Et pour revenir à Pedro Sánchez, celui-ci se trouve dans une situation extrêmement difficile et même grave pour lui. J'en veux pour preuve que ce document des services de renseignement espagnols révélé à son encontre à propos de la destitution de son ancien ministre des Affaires étrangères, eh bien la question lui a été posée au Sénat et il n'a pas été capable de répondre. Il a évité, il a louvoyé pour ne pas révéler, pour ne pas parler de cela. Et j'espère, comme M. Ayashi, que finalement il pourra répondre par la contrainte devant une juridiction. Et de toutes les façons, la vie politique en tant que Premier ministre de Pedro Sánchez est finissante. Les élections générales espagnoles seront à la fin de l'année. Et je ne pense pas qu'il sera réélu. Et donc, des procès seront possibles contre lui. En tout cas, les Sahraouis, nous avons été victimes de sa déclaration qui effectivement est une complicité avec l'occupation et donc conforterait les crimes contre l'humanité et de guerre commises contre les Sahraouis au Sahara occidental par le Maroc. Oui. Saïd Ayashi, il nous reste moins d'une minute, disons-le. Je vous donne le dernier mot si vous voulez conclure sur cette affaire et les affaires précédentes. Vous vouliez parler des BRICS? Je vais parler aussi des BRICS, absolument. Je préfère les BRICS. Alors, allons-y, concluons sur ça. Je préfère les BRICS. Les BRICS sont le nouveau bonheur du nouveau monde qui s'annonce. Les BRICS vont équilibrer les relations internationales. Les BRICS vont rééquilibrer, vont donner naissance à un monde plus juste, parce que bipolaire ou multipolaire,
et les BRICS vont rendre justice à un très grand homme, le président Houari Boumediene, qui en 1974 déjà avait déclaré à la tribune des Nations Unies que le monde que nous vivons aujourd'hui, que les relations internationales qui gèrent le monde aujourd'hui sont des relations qui ont été construites en absence des pays du Sud et qu'il a demandé urgemment que cette reconfiguration soit revue pour que nous soyons à la table de la configuration nouvelle des relations internationales. Les BRICS vont le faire, ils l'ont déclaré. Quant à ce qu'ont déclaré les BRICS à propos du Sahara occidental, cela augure encore une fois d'une nouvelle victoire éclatante du peuple sahraoui sur la scène internationale. Oui, c'est un sérieux justement soutien à la cause sahraoui. Monsieur Saïd Ayachi, je vous remercie d'avoir été donc notre invité. Je rappelle que vous êtes président du comité de solidarité avec le peuple sahraoui, le CNASPS. Monsieur Kantibala, merci également d'avoir été avec nous par Skype depuis Paris. Vous êtes le représentant du Front Polisario chargé de mission auprès de l'Union européenne et de l'Europe. Mesdames et messieurs, je vous remercie de nous avoir prêté attention. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres numéros de Politique. Au revoir.